Pour cette présentation, je vais vous dire que je sais que le niveau d'oxygène dans la salle est plutôt bas, mais peut-être que je peux stimuler votre adrénaline. Je ne vais pas utiliser ma présentation PowerPoint parce que ça va prendre trop de temps et ça va nous limiter dans notre temps de discussion à propos de ce qu'on a tout en où sont les scans gallium 62, où est la thérapie au yttrium et aux autres isotopes. Et en fait, où sont les scans électroïdides? Je vais vous parler de la situation auquel on fait face en ce moment. Et je sais que lorsque la soi-disant crise des isotopes a émergé, beaucoup de gens nous ont téléphoné en nous disant comment ça va nous affecter. Eh bien, nous avons au Canada une fière histoire de production de 2/3 des isotopes radioactifs produits dans des réacteurs. Et le monde se sentait plutôt confortable avec cette capacité. Les Américains n'avaient jamais pensé construire une base de production d'isotopes parce qu'ils trouvaient qu'ils pouvaient se fier au Canada. Il y a beaucoup de colère dans le monde en ce moment. Un sentiment que, à cause de la situation ici, le Canada a littéralement trahi la médecine à travers le monde. Je pense que ça a déjà été dit. Je crois qu'il y a une certaine vérité dans tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que la corporation de la Couronne qui a géré l'industrie pré-commerciale au Canada depuis les années 1950 a eu besoin de mise à jour depuis longtemps. Vous savez, on a un réacteur de recherche qui produit des réacteurs, des isotopes médicaux, entre autres choses. Moi et d'autres avons fait des représentations auprès du gouvernement fédéral pour leur dire qu'il fallait qu'ils en construisent un autre et la communauté nucléaire au Canada a déjà fait peur au gouvernement en disant qu'ils allaient perdre l'appui de l'électorat s'ils appuyaient le renouvellement ou la rénovation du réacteur nucléaire de Chalk River. Eh bien, le premier ministre veut vendre un CL2 à un consortium international n'ayant aucune racine au Canada. Et il voulait, je crois, que la situation des isotopes médicaux soit retirée de la table. Bon, il y a déjà eu les soi-disant réacteurs Maple qui auraient été exclusivement dédiés à la production d'isotopes. Il y a eu des problèmes au niveau de leur rodage. Et une annonce a été faite sans consulter la communauté médicale, à l'effet de laquelle la construction des réacteurs Maple a été stoppée. Les experts, les physiciens, les ingénieurs qui tentaient de mettre au point le réacteur au moment de l'arrêt de son développement m'ont dit, et ils l'ont dit au comité permanent des communes aussi, qu'ils en étaient à 3 mois d'une solution définitive lorsqu'on leur a dit d'arrêter. Et plusieurs d'entre nous continuons à faire des représentations vigoureuses auprès du gouvernement. Essayons de leur faire honte pour qu'ils reprennent le travail. Entre-temps, le réacteur NRU a commencé à couler. Ça faisait plus de 30 ans qu'il produisait ces isotopes. Il n'y a que 5 réacteurs dans le monde capables de produire des isotopes médicaux. Et le plus jeune a 46 ans. Et il y a un nouveau réacteur en Australie qui n'est pas encore arrivé à construire. Vous savez, si vous construisez ces genres d'appareils à toutes les 50 ans, vous pouvez vous imaginer que ça prend du temps pour les régler. Le réacteur canadien était le seul qui fonctionnait avec une capacité de réserve si jamais le monde avait besoin de davantage d'isotopes radioactifs. Et il va être hors jeu au moins jusqu'au printemps suivant parce qu'ils ont dû développer des outils plutôt exotiques pour aller faire de la soudure à distance à l'intérieur de la cuve de confinement plutôt rouillée de ce réacteur. Donc on a perdu
notre place. On a perdu notre marché. Les Américains viennent d'adopter une législation au Congrès pour allouer l'argent nécessaire à la construction de réacteurs capables de produire des isotopes. Donc, on ne va pas aller reconquérir ce marché. Nous avons besoin de réacteurs pour produire du molybdénum, du technetium pour les patients souffrant de cancer endocrinien ou pour des scans des osseux par scintigraphie. Et il faut être très prudent dans l'utilisation. Vous savez, les générateurs de technetium qui sont utilisés depuis que cette crise a commencé sont sensibles et je dois dire que nos technologues, on leur doit une fière dette. Je les ai déjà vus arriver un vendredi soir lorsqu'un nouveau générateur arrive et plutôt que d'attendre au lundi pour tout mettre en place, ils commencent tout de suite à travailler avant que cette source se dégrade au point où on ne peut plus travailler avec. Donc, ils vont travailler les fins de semaine si c'est nécessaire. Donc, c'est l'échec total. Et l'autre chose qui aurait été un petit problème et qu'on aurait pu gérer, mais maintenant c'est impossible parce qu'en même temps, ces réacteurs continuent à utiliser de l'uranium 235 hautement enrichi pour produire le molybdène, l'isotope du molybdène. Et la question, c'est qu'ils ont peur que ces sources d'uranium hautement enrichi, puissent tomber dans de mauvaises mains et qu'on puisse les utiliser pour faire des bombes sales. Ils veulent qu'on utilise de l'uranium enrichi à 22% plutôt qu'à 93%. Et il y a une nouvelle technologie qui devra être utilisée. On va être capable de produire du molybdène, de l'isotope de molybdène avec un tel niveau d'enregistrement d'uranium. L'ironie, c'est que dans certains cas, les gens qui partent du Canada pour aller se faire traiter avec du lithium et du yttrium sont traités là-bas avec des isotopes qui ont peut-être été fabriqués au Canada. Donc c'est un voyage un peu long. C'est un détour plutôt long. Maintenant, à part la production nucléaire, il y a d'autres facteurs. Vous savez, on dit ces choses ne sont pas approuvées, ces traitements ne sont pas approuvés au Canada. Eh bien, il y a aussi peu qu'une semaine, j'ai été cogné à la porte de Santé Canada en disant ils ont dit vous devriez nous approcher parce qu'on veut mettre en place une nouvelle façon de faire à propos des drogues orphelines et venez nous voir, on va vous dire ce qu'on en pense. Donc il y a peut-être une occasion qui se présente à nous ici, au terme de laquelle Santé Canada pourrait nous donner l'approbation d'utilisation de ces composés, de ces substances. Mais ça ne règle pas le problème en Ontario, par exemple. Et Mark est tanné d'entendre parler de ça, parce que la dernière fois qu'il a entendu parler du PET en Ontario, et maintenant on va parler des isotopes utilisés dans des tumeurs neuro-endocriniennes, eh bien, on peut dire que Santé Canada a approuvé ces agents pour traiter ces maladies, mais les hôpitaux vont dire on ne va pas acheter rien de ça tant que la province n'a pas approuvé du financement. Et les provinces, évidemment, la province va dire quelles sont les études en double aveugle qui ont été organisées. Vous savez, ils nous ont tenus comme ça, ils nous ont empêchés d'utiliser la thérapie à PET pendant 11 ans. Et ils n'ont permis qu'une timide utilisation. Même les scans à l'octréotide ne sont pas financés en Ontario. Et la semaine dernière, quelqu'un m'a interviewé parce qu'il faisait un sondage. Je me souviens plus d'où il venait, mais peut-être du ministère de la Santé. Et il m'a dit, vous savez, la médecine nucléaire, les gens disent c'est pas tellement important ce type de scan. Les oncologues ne regardent pas ça. Et d'autres personnes nous ont dit, par contre, qu'ils partagent la dose et ne rallongent pas le temps d'imagerie et donc les scans ne contiennent pas beaucoup d'informations et on n'accorde pas beaucoup de valeur diagnostique. Et donc nous, on a demandé
qu'il y ait une facturation adéquate pour un scan à l'octréotide et c'est encore dans une queue quelque part. L'évaluation médicale a été favorable, mais ça n'a pas été financé encore. Alors, comment est-ce qu'on va corriger ces choses-là? Nous croyons que la question dépasse la seule province de l'Ontario, même si l'Ontario représente le tiers de la population canadienne. Il y a d'autres provinces qui ne seront jamais capables de fournir de tels soins à leurs propres patients et devront aller à quelque part pour trouver ces services. Et donc, il faudrait trouver une solution qui serait acceptable pour tout le monde au pays. Et donc, j'espère que, quelque part, à un moment donné, des gens vont se lever la main et dire « Je veux faire partie d'un réseau de traitement de pointe et qu'ils seront d'accord pour émettre des lignes directrices, de se réunir avec leurs collègues pour émettre des lignes directrices et développer une base de données nationale adéquate sur les résultats. Et à ce moment-là, on pourrait aller voir les organismes de financement en disant, écoutez, il y a un besoin définitif et on a besoin des gens au sein de CNET parce que c'est vous qui voyez cette maladie, c'est vous qui êtes affecté par ces maladies. Il y a des patients ici dans la salle. Et donc, dire au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux, voici le besoin, il faut être responsable, on va créer des registres de patients, on va faire le suivi des résultats, on va être à la fine pointe de ce qui se publie et on va publier nos résultats. C'est pas moi qui va foncer tête baissée pour réaliser tout ça, mais je peux vous dire qu'on peut faire des progrès. On ne peut faire de progrès, en tout cas dans ma province, si on œuvre que province par province. Je suis fier de mes collègues et je les ai appuyés à London, dans la ville de London, qui ont nous donné un appui au niveau des tumeurs endocrines, neuroendocrines. Mais maintenant, ils sont limités au seul district de la santé. Et ils sont coupés de plus en plus des sources budgétaires auxquelles ils avaient accès auparavant. Ils ne peuvent plus faire ci, ils ne peuvent plus faire ça. Je sais que certaines personnes ici en ont été très frustrées dans la salle. Et j'espère que donc on va mettre nos têtes ensemble et qu'on va élaborer des stratégies. Je sais que Maureen est intéressée pour voir comment on va casser la glace et être capable de faire des progrès. C'est ce que j'avais à dire. Maintenant, des questions pour